Salut, c'est Cassucef, d'ouvre ton Vroly. Suite de la lecture de Rousseau, la profession de foi du vicaire savoyard. La profession de foi du vicaire savoyard. Suite. Mon enfant n'attendait de moi ni des discours savants, ni de profonds raisonnements. Je ne suis pas un grand philosophe. Je ne suis pas un grand philosophe. Je ne suis pas un grand philosophe et je me soucie peu de l'être. Mais j'ai quelquefois du bon sens et j'aime toujours la vérité. Je ne veux pas argumenter avec vous, ni même tenter de vous convaincre. Il me suffit de vous exposer ce que je pense dans la simplicité de mon cœur. Consultez le vôtre durant mon discours. C'est tout ce que je vous demande. Si je me trompe, c'est de bonne foi. Cela suffit pour que mon erreur ne me soit point imputée à crime. Quand vous vous tromperiez de même, il y aurait peu de mal à cela. Si je pense bien, la raison nous est commune, et nous avons le même intérêt à l'écouter. Pourquoi ne penseriez-vous pas comme moi? Je suis né pauvre et paysan, destiné par mon état à cultiver la terre. Mais on crut plus beau que j'apprisse à gagner mon pain dans le métier de prêtre, et l'on trouva le moyen de me faire étudier. Assurément, ni mes parents ni moi ne songions guère à chercher en cela ce qui était bon, véritable, utile, mais à ce qu'il fallait savoir pour être ordonné. J'appris ce qu'on voulait que j'apprisse, je dis ce qu'on voulait que je disse. Je m'engageais comme on voulut et je fus fait prêtre. Mais je ne tardais pas à sentir comme obligeant de ne pas être homme, j'avais promis plus que je ne pouvais tenir. On nous dit que la conscience est l'ouvrage des préjugés. Cependant, je sais par mon expérience qu'elle s'obstine à suivre l'ordre de la nature contre toutes les lois des hommes. On a beau nous défendre ceci ou cela, le remords nous reproche toujours faiblement ce que nous permet la nature bien ordonnée, à plus forte raison ce qu'elle nous prescrit. Ô bon jeune homme, elle n'a rien dit encore à vos sens. Vivez longtemps dans l'état heureux où sa voix est celle de l'innocence. Souvenez-vous qu'on l'offense encore plus quand on la prévient que quand on la combat. Il faut commencer par apprendre à résister pour savoir quand on peut céder sans crime. Dès ma jeunesse, j'ai respecté le mariage comme la première et la plus sainte institution de la nature. M'étant ôté le droit de m'y soumettre, je résolus de ne le point profaner. Car malgré mes classes et mes études, ayant toujours mené une vie uniforme et simple, j'avais conservé dans mon esprit encore toute la clarté des lumières primitives. Les maximes du monde ne les avaient point obscurcies, et ma pauvreté m'éloignait des tentations qui dictent les sophismes du vice. Cette résolution fut précisément ce qui me perdit. Mon respect pour le lit d'autrui laissa mes fautes à découvert. Il fallut expier le scandale. Arrêté, interdit, chassé, je fus bien plus la victime de mes scrupules que de mon incontinence. Et j'eus lieu de comprendre, aux reproches dont ma disgrâce fut accompagnée, qu'il ne faut souvent qu'aggraver la faute pour échapper au châtiment.
Peu d'expériences pareilles mènent loin un esprit qui réfléchit. Voyant par de tristes observations renverser les idées que j'avais du juste, de l'honnête et de tous les devoirs de l'homme, je perdais chaque jour quelques-unes des opinions que j'avais reçues. Celles qui me restaient ne suffisant plus, celles qui me restaient ne suffisant plus de mes opinions pour faire ensemble un corps qui puisse soutenir par lui-même, je sentis peu à peu s'obscurcir dans mon esprit l'évidence des principes, et réduit enfin à ne savoir plus que penser, je parvins au même point où vous êtes, avec cette différence que mon incrédulité, fruit tardif d'un âge plus mûr, s'était formée avec plus de peine et devait être plus difficile à détruire. J'étais dans ces dispositions d'incertitude et de doute que Descartes exige pour la recherche de la vérité. Cet état est peu fait pour durer, il est inquiétant et pénible. Il n'y a que l'intérêt du vice ou la paresse de l'âme qui nous y laisse. Je n'avais point le cœur assez corrompu pour m'y plaire, et rien ne conserve mieux l'habitude de réfléchir que d'être plus content de soi que de sa fortune. Je méditais donc sur le triste sort des mortels flottant sur cette mer des opinions humaines, sans gouvernail, sans boussole, et livrés à leur passion orageuse, sans autre guide qu'un pilote inexpérimenté qui méconnaît sa route, et qui ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Je me disais, j'aime la vérité, je la cherche, et ne puis la reconnaître. Qu'on me la montre, et j'y demeure attaché. Pourquoi faut-il qu'elle se dérobe à l'empressement d'un cœur fait pour l'adorer? Quoique j'ai souvent éprouvé de plus grands maux, je n'ai jamais mené une vie aussi constamment désagréable que dans ces temps de troubles et d'anxiété, où sans cesse errant de doute en doute, je ne rapportais de mes longues méditations qu'incertitude, obscurité, contradiction sur la cause de mon être et sur la règle de mes devoirs. Comment peut-on être sceptique par système et de bonne foi? Je ne saurais le comprendre. Ces philosophes où n'existent pas, où sont les plus malheureux des hommes. Le doute sur les choses qu'il nous importe de connaître est un état trop violent pour l'esprit humain. Il n'y résiste pas longtemps. Il se dessine malgré lui de manière ou d'autre. Il aime mieux se tromper que ne rien croire. Ce qui redoublait mon embarras était qu'étant né dans une église qui décide de tout, qui ne permet aucun doute, un seul point rejeté me faisait rejeter tout le reste. Ce qui redoublait mon embarras était qu'étant né dans une église qui décide tout, qui ne permet aucun doute, un seul point rejeté me faisait rejeter tout le reste. Et que l'impossibilité d'admettre tant de décisions absurdes me détachait aussi de celles qui ne l'étaient pas. En me disant croyez tout, on m'empêchait de ne rien croire et je ne savais plus où m'arrêter. Je consultais les philosophes. Je feuilletais leurs livres. J'examinais leurs diverses opinions. Je les trouvais tous fiers, affirmatifs, dogmatiques, même dans leur scepticisme prétendu, ignorant rien, ne prouvant rien, se moquant les uns des autres. Et ce point commun à tous me parut le seul sur lequel ils ont tous raison. Triomphant quand ils attaquent,
Ils sont sans vigueur en se défendant. Si vous pesez les raisons, ils n'en ont que pour détruire. Si vous comptez les voix, chacun est réduit à la sienne. Ils ne s'accordent que pour disputer. Les écouter n'était pas le moyen de sortir de mon incertitude. Je conçus que l'insuffisance de l'esprit humain est la première cause de cette prodigieuse diversité de sentiments et que l'orgueil est la seconde. Nous n'avons point la mesure de cette machine immense. Nous n'en pouvons calculer les rapports. Nous ne connaissons ni les premières lois, ni la cause finale. Nous nous ignorons nous-mêmes. Nous ne connaissons ni notre nature, ni notre principe actif. À peine savons-nous si l'homme est un être simple ou composé. Des mystères impénétrables nous environnent de toutes parts. Ils sont au-dessus de la région sensible. Pour les percer, nous croyons avoir de l'intelligence, et nous n'avons que de l'imagination. Chacun se fraye, à travers ce monde imaginaire, une route qu'il croit la bonne. Nul ne peut savoir si la sienne mène au but. Cependant, nous voulons tout pénétrer, tout connaître. La seule chose que nous ne savons point est d'ignorer ce que nous ne pouvons savoir. Nous aimons mieux nous déterminer au hasard et croire ce qui n'est pas que d'avouer qu'aucun de nous ne peut voir ce qui est. Petite partie d'un grand tout dont les bornes nous échappent et que son auteur livre à nos folles disputes. Nous sommes assez vains pour vouloir décider ce qu'est ce tout en lui-même et ce que nous sommes par rapport à lui. Quand les philosophes seraient en état de découvrir la vérité, qui d'entre eux prendrait intérêt à elle? Chacun sait bien que son système n'est pas mieux fondé que les autres, mais il le soutient parce qu'il est à lui. Il n'y en a pas un seul qui, venant à connaître le vrai et le faux, ne préférera le mensonge qu'il a trouvé à la vérité découverte par un autre. Où est le philosophe qui, pour sa gloire, n'en tromperait pas volontiers le genre humain? Où est celui qui, dans le secret de son cœur, se propose un autre objet que de se distinguer? Pourvu qu'il s'élève au-dessus du vulgaire, pourvu qu'il efface l'éclat de ses concurrents, que demande-t-il de plus? L'essentiel est de penser autrement que les autres. Chez les croyants, il est athée. Chez les athées, il serait croyant. Le premier fruit que je tirais de ces réflexions fut d'apprendre à borner mes recherches à ce qui m'intéressait immédiatement, à me reposer dans une profonde ignorance sur tout le reste, et à ne m'inquiéter jusqu'au doute que des choses qu'il m'importait de savoir. Je comprends encore que loin de me délivrer de mes doutes inutiles, les philosophes ne feraient que multiplier ceux qui me tourmentaient et n'en résoudraient aucun. Je pris donc un autre guide et je me dis, consultons la lumière intérieure, elle m'égarera moins qu'il ne m'égare, ou du moins mon erreur sera la mienne, et je me dépraverai moins en suivant mes propres illusions qu'en m'y livrant à leurs mensonges. Alors, repassant dans mon esprit les diverses opinions qui m'avaient tour à tour entraîné depuis ma naissance, je vis que bien qu'aucune d'elles ne fût assez évidente pour produire immédiatement la conviction, elles avaient divers degrés de vraisemblance, et que l'assentiment intérieur s'y prêtait ou s'y refusait à différentes mesures. Sur cette première observation, comparant entre elles toutes ces différentes idées dans le silence des préjugés, je trouvais que la première et la plus commune était aussi la plus simple et la plus raisonnable.
et qu'il ne lui manquait, pour réunir tous les suffrages, que d'avoir été proposée la dernière. Imaginez tous vos philosophes anciens et modernes ayant d'abord épuisé leur bizarre système de force, de chance, de fatalité, de nécessité, d'atomes, de monde animé, de matière vivante, de matérialisme de toute espèce, et après eux, tout l'illustre Clark éclairant le monde, annonçant enfin l'être des êtres et le dispensateur des choses. Avec quelle universelle admiration, avec quel applaudissement unanime, n'eût point été reçu ce nouveau système, si grand, si consolant, si sublime, si propre à élever l'âme, à donner une base à la vertu, et en même temps si frappant, si lumineux, si simple, et ce me semble, offrant moins de choses incompréhensibles à l'esprit humain qu'il n'en trouve d'absurde dans tout autre système. Je me disais, les objections insolubles sont communes à tous, parce que l'esprit de l'homme est trop borné pour les résoudre. Les objections insolubles sont communes à tous, parce que l'esprit de l'homme est trop borné pour les résoudre. Elles ne prouvent donc contre aucun par préférence. Mais quelle différence entre l'épreuve directe, celui-là seul qui explique tout, ne doit-il pas être préféré quand il n'a pas plus de difficultés que les autres? Portant donc en moi l'amour de la vérité pour toute philosophie et pour toute méthode, une règle facile et simple qui me dispense de la vaine subtilité des arguments, je reprends sur cette règle l'examen des connaissances qui m'intéressent, résolu d'admettre pour évidente toutes celles auxquelles, dans la sincérité de mon cœur, je ne pourrai refuser mon consentement. Pour vrai, toutes celles qui me paraîtront avoir une liaison nécessaire avec ces premières, et de laisser toutes les autres dans l'incertitude, sans les rejeter ni les admettre, et sans me tourmenter à les éclaircir, quand elles ne mènent à rien d'utile pour la pratique. Mais qui suis-je? Quel droit ai-je de juger les choses? Et qu'est-ce qui détermine mes jugements? S'ils sont entraînés, forcés par les impressions que je reçois, je me fatigue en vain à ces recherches. Elles ne se feront point, ou se feront d'elles-mêmes, sans que je me mêle de les diriger. Ils font donc tourner d'abord mes regards sur moi, pour connaître l'instrument dont je veux me servir, jusqu'à quel point je puis me fier à son usage. J'existe. J'ai des sens par lesquels je suis affecté. Voilà la première vérité qui me frappe et à laquelle je suis forcé d'acquiescer. Ai-je un sentiment propre de mon existence, ou ne la songe que par mes sensations? Voilà mon premier doute qu'il m'est, quant à présent, impossible de résoudre. Car étant continuellement affecté de sensations, ou immédiatement ou par la mémoire, comment puis-je savoir si le sentiment du moi est quelque chose hors de ces mêmes sensations, et s'il peut être indépendant d'elles? Mes sensations se passent en moi, puisqu'elles me font sentir mon existence. Mais leur cause m'est étrangère, puisqu'elle m'affecte malgré que j'en ai, et qu'il ne dépend de moi ni de les produire ni de les anéantir. Je conçois donc clairement que ma sensation qui est en moi, et sa cause ou son objet qui est hors de moi, ne sont pas la même chose. Ainsi, non seulement j'existe, mais il existe d'autres êtres, à savoir les objets de mes sensations. Et quand ces objets ne seraient que des idées,
Toujours est-il vrai que ces idées ne sont pas moi. Or, tout ce que je sens hors de moi et qui agit sur mes sens, je l'appelle matière. Et toutes les portions de matière que je conçois réunies en être individuel, je les appelle des corps. Ainsi, toutes les disputes des idéalistes et des matérialistes ne signifient rien pour moi. Leurs distinctions sur l'apparence et la réalité des corps sont des chimères. Me voici déjà tout aussi sûr de l'existence de l'univers que de la mienne. Ensuite, je réfléchis sur les objets de mes sensations, et trouvant en moi la faculté de les comparer, je me sens doué d'une force active que je ne savais pas avoir auparavant. Apercevoir, c'est sentir. Comparer, c'est juger. Juger et sentir ne sont pas la même chose. Par la sensation, les objets s'offrent à moi séparés, isolés, tels qu'ils sont dans la nature. Par la comparaison, je les remue, je les transporte pour ainsi dire. Je les pose l'un sur l'autre pour prononcer sur leurs différences ou sur leurs similitudes, et généralement sur tous leurs rapports. Selon moi, la faculté distinctive de l'être actif ou intelligent est de pouvoir donner un sens à ce mot est. Je cherche en vain, dans l'être purement sensitif, cette force intelligente qui superpose et puis qui prononce. Je ne la saurais voir dans sa nature. Cet être passif sentira chaque objet séparément, ou même il sentira l'objet total formé des deux. Mais n'ayant aucune force pour les replier l'un sur l'autre, il ne les comparera jamais, il ne les jugera point. Voir deux objets à la fois, ce n'est pas voir leur rapport, ni juger de leur différence. Voir deux objets à la fois, ce n'est pas voir leur rapport, ni juger de leur différence. Apercevoir plusieurs objets les uns hors des autres n'est pas les nombrer. Je puis avoir au même instant l'idée d'un grand bâton et d'un petit bâton sans les comparer, sans juger que l'un est plus petit que l'autre, comme je puis voir à la fois ma main entière sans faire le compte de mes doigts. Ces idées comparatives, plus grand, plus petit, de même que les idées numériques d'un, de deux, etc., ne sont certainement pas des sensations, quoique mon esprit ne les produise qu'à l'occasion de mes sensations. Pardon. On nous dit, euh, on nous dit que l'être sensitif distingue les sensations les unes des autres. On nous dit que l'être sensitif distingue les sensations les unes des autres par la différence qu'ont entre elles ces mêmes sensations. Ceci demande explication. Quand les sensations sont différentes, l'être sensitif les distingue par leur différence. Quand elles sont semblables, il les distingue parce qu'ils sont les unes hors des autres. Autrement, comme dans une sensation simultanée, comment dans une sensation simultanée distinguerait-il deux objets égaux? Il faudra nécessairement qu'il confondît ces deux objets et les prit pour le même, surtout dans un système où l'on prétend que les sensations représentatives de l'étendue ne sont point étendues.
Quand les deux, quand les deux pardon, quand les deux sensations à comparer sont aperçues, leur impression est faite. Chaque objet est senti. Les deux sont sentis. Mais leur rapport n'est pas senti pour cela. Si le jugement de ce rapport n'était qu'une sensation et venait uniquement de l'objet, mes jugements ne me tromperaient jamais, puisqu'il n'est jamais faux que je sente que ce que je sens. Puisqu'il n'est jamais faux que je sente ce que je sens. Pourquoi donc est-ce que je me trompe sur le rapport de ces deux bâtons, surtout s'ils ne sont pas parallèles? Pourquoi dis-je par exemple que le petit bâton est le tiers du grand, tandis qu'il n'en est que le quart? Pourquoi l'image, qui est la sensation, n'est-elle pas conforme à son modèle, qui est l'objet? C'est que je suis actif quand je juge, que l'opération qui compare est fautive, et que mon entendement, qui juge les rapports, mêle ses erreurs à la vérité des sensations, qui ne montrent que les objets. Ajoutez à cela une réflexion qui vous frappera. Je m'assure quand vous y aurez pensé. C'est que si nous étions purement passifs dans l'usage de nos sens, il n'y aurait entre eux aucune communication. Il nous serait impossible de connaître que le corps que nous touchons et l'objet que nous voyons sont le même. C'est que si nous étions purement passifs dans l'usage de nos sens, il n'y aurait entre eux aucune communication. Il nous sera impossible de connaître que le corps que nous touchons et l'objet que nous voyons sont le même. Où nous ne sentirions jamais rien hors de nous. Où il y aurait pour nous 5 substances sensibles dont nous n'aurions nul moyen d'apercevoir l'identité. Qu'on donne tel ou tel nom à cette force de mon esprit qui rapproche et compare mes sensations, qu'on l'appelle attention, méditation, réflexion ou comme on voudra, toujours est-il vrai qu'elle est en moi et non dans les choses, que c'est moi seul qui la produit, quoique je ne la produise qu'à l'occasion de l'impression que font sur moi les objets. Sans être maître de sentir ou ne pas sentir, je le suis d'examiner plus ou moins ce que je sens. Je ne suis donc pas simplement un être sensitif et passif, mais un être actif et intelligent, et quoi qu'en dise la philosophie, j'oserais prétendre à l'honneur de penser. Je sais seulement que la vérité est dans les choses, et non pas dans mon esprit qui les juge, et non pas dans mon esprit qui les juge, et que moins je mets du mien dans les jugements que j'emporte, plus je suis sûr d'approcher la vérité. Ainsi, ma règle de me livrer au sentiment plus qu'à la raison est confirmée par la raison même. M'étant pour ainsi dire assuré de moi-même, je commence à regarder hors de moi et je me considère avec une sorte de frémissement, jeté, perdu dans ce vaste univers et comme noyé dans l'immensité des êtres, sans rien savoir, sans rien savoir de ce qu'ils sont, ni entre eux, ni par rapport à moi. Je les étudie, je les observe, et le premier objet qui se présente à moi pour les comparer, c'est moi-même. Tout ce que j'aperçois par les sens est matière. Et je détruis toutes les propriétés essentielles de la matière, des qualités sensibles qui me la font apercevoir et qui en sont inséparables. Je la vois tantôt en mouvement et tantôt en repos, d'où j'infère que ni le repos ni le mouvement ne lui sont essentiels. Mais le mouvement étant une action et l'effet d'une cause dont le repos n'est que l'absence. Quand donc rien n'agit sur la matière, elle ne se meut point. Et par cela même qu'elle est indifférente au repos et au mouvement, son état naturel est d'être en repos. J'aperçois dans les corps deux sortes de mouvements,
savoir mouvement communiqué et mouvement spontané ou volontaire. Dans le premier, la cause motrice est étrangère au corps mu, et dans le second, elle est en lui-même. Je ne conclurai pas de là que le mouvement d'une onde, par exemple, est spontané, car si rien d'étranger au ressort n'agissait sur lui, il ne tendrait point à se redresser, il ne tirerait pas la chaîne. Par la même raison, je n'accorderai point non plus la spontanéité, je n'accorderai point non plus la spontanéité au fluide ni au feu, même qui fait leur fluidité. Vous me demanderez si les mouvements des animaux sont spontanés. Je vous dirai que je n'en sais rien, mais que l'analogie est pour l'affirmative. Vous me demanderez encore comment je sais donc qu'il y a des mouvements spontanés. Je vous dirai que je le sais parce que je le sens. Je veux mouvoir mon bras et je le meus sans que ce mouvement ait d'autre cause immédiate que ma volonté. C'est en vain qu'on voudra raisonner pour détruire en moi ce sentiment. Il est plus fort que toute évidence. Autant vaudrait me prouver que je n'existe pas. S'il n'y avait aucune spontanéité dans les actions des hommes, ni dans rien de ce qui se fait sur la terre, on en serait plus embarrassé à imaginer la première cause de tout mouvement. S'il n'y avait aucune spontanéité dans les actions des hommes, ni dans rien de ce qui se fait sur la terre, on en serait plus embarrassé à imaginer la première cause de tout mouvement. Pour moi, je me sens tellement persuadé que l'état naturel de la matière est d'être en repos et qu'elle n'a par elle-même aucune force pour agir, qu'en voyant un corps en mouvement, je juge aussitôt ou que c'est un corps animé ou que ce mouvement lui a été communiqué. Mon esprit refuse tout acquiescement à l'idée de la matière non organisée se mouvant d'elle-même ou produisant quelque action. Cependant, cet univers est visible. Pardon. Cependant, cet univers visible est matière. Matière éparse et morte, qui n'a rien dans son tout de l'union, de l'organisation, du sentiment commun, des parties d'un corps animé. Puisqu'il est certain que nous qui sommes partis, ne nous sentons nullement dans le tout. Ce même univers est en mouvement, et dans ces mouvements réglés, uniformes, assujettis à des lois constantes, il n'a rien de cette liberté qui paraît dans les mouvements spontanés de l'homme et des animaux. Le monde n'est donc pas un grand animal qui se meut de lui-même. Il y a donc de ces mouvements quelques causes étrangères à lui, lesquelles je n'aperçois pas. Mais la persuasion intérieure me rend cette cause tellement sensible que je ne puis voir rouler le soleil sans imaginer une force qui le pousse, ou que si la terre tourne, je crois sentir une main qui la fait tourner. S'il faut admettre des lois générales dont je n'aperçois point les rapports essentiels avec la matière, de quoi serais-je avancé? S'il faut admettre des lois générales dont je n'aperçois point les rapports essentiels avec la matière, de quoi serais-je avancé? Ces lois n'étant point des êtres réels, des substances, ont donc quelque autre fondement qui m'est inconnu. L'expérience et l'observation nous ont fait connaître les lois du mouvement. Ces lois déterminent les effets sans montrer les causes. Elles ne suffisent point pour expliquer le système du monde et la marche de l'univers. Descartes, avec des dés, formait le ciel et la terre, mais il ne put donner le premier branle à ses dés, ni mettre en jeu sa force centrifuge qu'à l'aide d'un mouvement de rotation.
Newton a trouvé la loi de l'attraction, mais l'attraction seule réduirait bientôt l'univers en une masse immobile. À cette loi, il a fallu adjoindre une force projectile pour faire décrire des courbes au corps céleste. Pour faire décrire des courbes, il a fallu joindre une force projectile pour décrire des courbes au corps céleste. Que Descartes nous dise quelle loi physique a fait tourner ces tourbillons, que Newton nous montre la main qui lança les planètes sur la tangente de leur orbite. Les premières causes du mouvement ne sont point dans la matière. Elle reçoit le mouvement et le communique, mais elle ne le produit pas. Plus j'observe l'action et les réactions des forces de la nature agissant les unes sur les autres, plus je trouve que des faits en effet, il faut toujours remonter à quelques volontés pour première cause. Car supposer un progrès de cause à l'infini, car supposer un progrès de cause à l'infini, c'est non point supposé du tout. En un mot, tout mouvement qui n'est pas produit par un autre ne peut venir que d'un acte spontané, volontaire. Les corps inanimés n'agissent que par le mouvement, et il n'y a point de véritable action sans volonté. Voilà mon premier principe. Je crois donc qu'une volonté meut l'univers et anime la nature. Voilà mon premier dogme, ou mon premier article de foi. Comment une volonté produit-elle une action physique et corporelle? Je n'en sais rien, mais j'éprouve en moi qu'elle la produit. Je veux agir et j'agis. Je veux mouvoir mon corps, et mon corps se meut. Mais qu'un corps inanimé et en repos vienne à se mouvoir de lui-même ou produise le mouvement, cela est incompréhensible et sans exemple. La volonté m'est connue par ses actes, non par sa nature. Je connais cette volonté comme cause motrice. Mais concevoir la matière productrice du mouvement, c'est clairement concevoir un effet sans cause. C'est ne concevoir absolument rien. Il ne m'est plus possible, il ne m'est pas plus, pardon, il ne m'est pas plus possible, il ne m'est pas plus possible de concevoir comment ma volonté meut mon corps que comment mes sensations affectent mon âme. Je ne sais pas même pourquoi l'un de ces mystères a paru plus explicable que l'autre. Quant à moi, soit quand je suis passif, soit quand je suis actif, le moyen d'union des deux substances me paraît absolument incompréhensible. Il est bien étrange qu'on parte de cette incompréhensibilité même pour confondre les deux substances, comme si des opérations de nature si différentes s'expliquaient mieux dans un seul sujet que dans deux. Le dogme que je viens d'établir est obscur. Il est vrai, mais enfin, il offre un sens et il n'a rien qui répugne à la raison ni à l'observation. En peut-on dire autant du matérialisme? N'est-il pas clair que si le mouvement était essentiel à la matière, il en serait inséparable, il y serait toujours en même degré, toujours le même dans chaque portion de matière, il serait incommunicable, et ne pourrait ni augmenter ni diminuer, et l'on ne pourrait pas même concevoir la matière en repos. Quand on me dit que le mouvement ne lui est pas essentiel, mais nécessaire, on veut me donner le change par des mots qui ne seraient plus aisés à réfuter s'ils avaient un peu plus de sens. Car où le mouvement de la matière, lui vient d'elle-même, et alors il lui est essentiel, ou s'il vient d'une cause étrangère, il n'est nécessaire à la matière qu'autant que la cause motrice agit sur elle.
car ou le mouvement de la matière lui vient d'elle-même, et alors il lui est essentiel, ou il lui vient d'une cause étrangère. Il n'est nécessaire à la matière qu'autant que la cause motrice agit sur elle. Nous rentrons dans la première difficulté. Les idées générales et abstraites sont la source des plus grandes erreurs des hommes. Jamais le jargon de la métaphysique n'a fait découvrir une seule vérité. Il a rempli de la philosophie d'absurdité dont on a honte, sitôt qu'on les dépouille de leurs grands mots. Dites-moi, mon ami, si quand on vous parle d'une force aveugle répandue dans toute la nature, on porte quelques véritables idées à votre esprit. On croit dire quelque chose par ces mots vagues de force universelle, de mouvement nécessaire, et l'on ne dit rien du tout. L'idée du mouvement n'est autre chose que l'idée du transport d'un lieu à un autre. Il n'y a point de mouvement sans quelque direction, car un être individuel ne saurait se mouvoir à la fois dans tous les sens. Dans quel sens donc la matière se meut-elle nécessairement? Toute la matière encore a-t-elle un mouvement uniforme ou chaque atome a-t-il son mouvement propre? Selon la première idée, l'univers entier doit former une masse solide et indivisible. Selon la seconde, il ne doit former qu'un fluide éparse et incohérent, sans qu'il soit jamais possible que deux atomes se réunissent. Sur quelle direction se fera ce mouvement commun de toute la matière? Sera sans droite ligne, en haut, en bas, à droite ou à gauche? Si chaque molécule de matière a sa direction particulière, quelles seront les causes de toutes ces directions et de toutes ces différences? Si chaque atome ou molécule de matière ne faisait que tourner sur son propre centre, jamais rien ne sortirait de sa place et il n'y aurait de mouvement communiqué. Encore même faudrait-il que ce mouvement circulaire fût déterminé dans quelque sens. Donner à la matière le mouvement par abstraction, c'est-à-dire des mots qui ne signifient rien, et lui donner un mouvement déterminé, c'est supposer une cause qui le détermine. Plus je multiplie les forces particulières, plus j'ai de nouvelles causes à expliquer sans jamais trouver aucun agent qui les dirige. Loin de pouvoir imaginer aucun ordre dans le concours fortuit des éléments, je n'en puis pas même imaginer le combat. Et le chaos de l'univers m'est plus inconcevable que son harmonie. Je comprends que le mécanisme du monde peut n'être pas intelligible à l'esprit humain, mais sitôt qu'un homme se mêle de l'expliquer, il doit dire des choses que les hommes entendent. Si la matière mue me montre une volonté, la matière mue, selon de certaines lois, me montre une intelligence. C'est mon second article de foi. Si la matière mue me montre une volonté, la matière mue, selon de certaines lois, me montre une intelligence. C'est mon second article de foi. Agir, comparer, choisir sont les opérations d'un être actif et pensant. Donc cet être existe. Nous le voyez-vous exister, allez-vous dire. Non seulement dans les cieux qui roulent, dans l'as qui nous éclaire, non seulement dans moi-même et dans la brebis qui paie, dans l'oiseau qui vole, dans la pierre qui tombe, dans la feuille qui emporte le vent. Je juge de l'ordre du monde, quoique j'en ignore la fin, parce que pour juger de cet ordre, il me suffit de comparer les parties entre elles, d'étudier leur concours, leur rapport, d'en remarquer le concert. J'ignore pourquoi l'univers existe, mais je ne laisse pas de voir comment il est modifié. Je ne laisse pas d'apercevoir l'intime correspondance par laquelle les êtres qui le composent se prêtent à un secours mutuel. Je suis comme un homme qui verrait pour les premières fois une montre ouverte et qui ne laisserait pas d'en admirer l'ouvrage, quoiqu'il ne connût pas l'usage de la machine et qu'il n'en vût point le cadran. Je ne sais, dirait-il, à quoi le tout est bon, mais je vois que chaque pièce est faite pour les autres. J'ignore pourquoi l'univers existe, mais je ne laisse pas de voir comment il est modifié. Je ne laisse pas d'apercevoir l'intime correspondante
l'intime correspondance par laquelle les êtres qui le composent se prêtent un secours mutuel. Je suis comme un homme qui verrait pour la première fois une montre ouverte, qui ne laisserait pas d'en admirer l'ouvrage, qui ne connut pas l'usage de la machine et qui n'eût point vu le cadran. Je ne sais, dirait-il, à quoi le tout est bon, mais je vois que chaque pièce est faite pour les autres. J'admire l'ouvrier dans le détail de son ouvrage, et je suis bien sûr que ces rouages ne marchent aussi de concert que pour une fin commune et qu'il m'est impossible d'apercevoir.